Bonjour Monsieur Jancovici, bienvenue à l'UNAPL. Je ne devais pas être le modérateur de votre présentation. Je pense qu'il faut appuyer sur le petit bouton. C'est Mathieu Noireau qui travaille avec le Shift Project, qui est membre de notre commission et de notre groupe de travail environnement, qui devait être là, et la nature a eu raison de sa présence puisque la tempête a annulé son train. On pense très fort à lui. Il l'a vécu de manière très philosophique en nous disant que la nature avait toujours raison, même s'il y a une forme d'ironie dans le fait qu'elle nous ait privé de sa présence aujourd'hui. On pense beaucoup à lui. Monsieur Jancovici, je ne suis pas sûr qu'il me faille vous présenter. Il a été rappelé tout à l'heure par notre président Denis Rénal, votre intervention de ce matin sur France Inter qui était très remarquée. Merci infiniment d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur, enseignant. Vous êtes reconnu pour votre travail sur l'énergie, le climat, l'organisation de nos économies. Vous avez contribué à la création du bilan carbone. Pour ma part, je vous ai beaucoup lu grâce à l'ouvrage qui est juste derrière vous et que j'offrirai un petit peu plus tard aux membres des tables rondes, cette bande dessinée extrêmement intéressante et très bien faite. Vous êtes président et fondateur du think tank The Shift Project. Il y a un shifter d'ailleurs parmi nous, je ne sais pas où il est exactement. Voilà, il est là. Je vous propose de démarrer votre intervention. Je ne sais pas si vous étiez venu avec une clé USB comme vous l'aviez peut-être annoncé. Ou... alors, ce sera très bien. Je vous laisse la parole et puis selon la manière dont ça se passe, il y aura peut-être une petite phase de questions avec la salle. Et notre groupe de travail a aussi préparé quelques questions, mais on vous laisse libre de votre intervention. Oui, Merci beaucoup. J'avais dit que je souhaitais surtout des questions. Je vais commencer par quelques rappels, mais enfin, si vous avez lu Le Monde sans fin, ça sera des redites. La chose que je vais commencer par rappeler, c'est que le monde dans lequel nous vivons est un héritage des combustibles fossiles. Alors les combustibles fossiles, quand on y pense, on se dit, bon, c'est la voiture, c'est le chauffage central, voilà. En fait, les combustibles fossiles, c'est la totalité du monde qui nous entoure parce qu'en permettant l'émergence d'une armée de machines qui s'est mise à travailler pour nous, les combustibles fossiles, c'est aussi le temps libre, c'est aussi les retraites, c'est aussi les systèmes de sécurité sociale, c'est l'État-providence, c'est tout ça, c'est également les combustibles fossiles. Il ne vous aura pas échappé, par exemple, qu'avant les combustibles fossiles, il n'y avait pas de système de retraite. Le système de retraite, en 1800, il n'y en avait pas. Enfin, s'il y en avait un, en fait, je suis un peu injuste, il y en avait un pour les militaires. Colbert avait mis en France un système de retraite pour les marins de la Royale. À l'époque, il fallait arriver jusqu'à 60 ans, à l'époque de Colbert, et avoir réussi à échapper aux boulets de canon et aux scorbut. Et donc, il ne prenait pas un gros risque avec les finances publiques à ce moment-là. Et les retraites sont apparues avec les combustibles fossiles, avec ce qu'on a appelé la productivité du travail qui s'est mise à être extrêmement élevée. Alors en fait, c'est quoi la productivité du travail ? C'est rajouter des machines aux hommes. C'est pas parce que les paysans actuels sont 200 fois plus productifs que les paysans du Moyen-Âge, mais c'est pas parce qu'ils ont 200 fois plus de bras ou 200 fois plus de jambes, même si vous les massez avec application. Et c'est pas parce qu'ils ont 200 fois la masse musculaire des paysans du Moyen-Âge. On est un peu plus grand, mais quand même pas à ce point-là. Donc en fait, la raison pour laquelle un agriculteur moderne est 200 fois plus productif qu'un paysan du Moyen-Âge, c'est tout simplement parce qu'il a des tracteurs, des usines d'engrais, des usines de phytosanitaires, des camions, des silos, etc. Donc il a des machines, donc de l'énergie. Et je pourrais prendre cet exemple pour à peu près n'importe quel travail. Aujourd'hui, nos vêtements sont faits pour quelques euros, certes à cause de la mondialisation et des salaires ridicules ailleurs, mais la mondialisation, c'est de l'énergie. La mondialisation, c'est des bateaux et des camions, en pratique. Supprimez demain matin les bateaux et les camions, vous n'avez plus de mondialisation et vous n'avez plus un produit à acheter dans un seul magasin. C'est nulle part. T-shirt, cosmétiques, assiettes, brosse à dents, enfin n'importe quoi. Et n'importe quelle spécialité que vous utilisez dans un cabinet de kiné ou dans un cabinet d'avocat. Donc les combustibles fossiles, j'insiste, ça nous a donné l'organisation actuelle de la société dans laquelle il y a notamment cet État-providence qui vous paye si vous êtes kiné. Si vous êtes avocat, les combustibles fossiles vous payent aussi. Parce que avocat, c'est un métier dans lequel vous défendez les droits et libertés. Dans le monde d'avant les combustibles fossiles, il n'y avait pas de droit et pas de liberté. Donc c'était très simple. Les gens étaient beaucoup plus contraints. Les degrés de liberté étaient beaucoup plus restreints. Et donc il n'y avait rien à défendre. On pendait les voleurs. On ne divorçait pas. Il n'y avait rien à défendre. Il y avait un monarque qui avait droit de vie et de mort sur ces sujets. Et la justice était rendue de manière assez expéditive. Et le ministère d'avocat n'était pas vraiment quelque chose de très courant. Donc, même si vous vous dites, moi, avocat, je ne vois pas le lien que je peux avoir avec les combustibles. Si. Les armées d'avocats du monde moderne, c'est un enfant des combustibles fossiles.
Dans l'ère 100% renouvelable d'il y a 3 siècles, il n'y avait pas d'armée d'avocats. Il n'y avait pas d'armée de kinés non plus. Tout ça n'existait pas. Incidemment, ça permet de rappeler que le monde 100% renouvelable, ça a été une réalité pendant très longtemps. C'est quelque chose qui a accompagné notre espèce jusqu'à il y a 2 siècles. Donc ça ne pose strictement aucun problème d'avoir un monde 100% renouvelable. Juste, c'est pas l'organisation du monde qu'on connaît actuellement. Et savoir si on conservera l'organisation du monde qu'on a actuellement avec les 35 heures, les retraites, même à 65, même à 68 ans, les congés payés, etc., dans un monde sans combustible fossile, c'est un vrai débat et la question n'est pas du tout oui de façon évidente. En tout cas, pour moi, elle n'est pas du tout oui de façon évidente. Alors une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez que la décarbonation, c'est une quadrature du cercle, puisque ça revient à essayer de garder tout le château de cartes qu'on a construit sur les combustibles fossiles en retirant les cartes du bas qui s'appellent les combustibles fossiles. D'accord ? C'est ça qu'on essaye de faire quand on veut décarboner. Alors c'est évidemment pas simple, c'est difficile de savoir jusqu'où on pourra aller, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on pourra totalement revenir à des énergies décarbonées tout en gardant une partie de l'édifice qu'on a construit sur les énergies carbonées. Personne n'a la réponse, pas moi, pas vous, personne. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on a quand même intérêt à faire une partie du chemin dans cette direction et à faire cette partie rapidement. Pourquoi ? La première, c'est que les combustibles fossiles et nous, c'est un peu comme le pacte faustien. Vous savez, le pacte faustien, c'est d'abord, je suis amoureux de, je ne me rappelle plus de son nom, comment elle s'appelle ? Marguerite, voilà. Et alors, c'est ras lovely pendant 30 ans, mais juste après, il faut que je vende mon âme au diable. Bon. Et ben, les combustibles fossiles, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a une espèce de fête du slip géante, mais dont il faudra payer la facture plus tard, pas nécessairement par les mêmes. Et cette facture, elle est double. Elle s'appelle d'une part le changement climatique, et d'une manière générale, tous les problèmes environnementaux qui ont été créés par les flux physiques considérables que les combustibles fossiles nous ont permis de créer. Donc par exemple, les espèces invasives en biodiversité, c'est un enfant des combustibles fossiles. S'il n'y avait pas des bateaux qui se baladaient partout et des avions qui se baladaient partout, il n'y aurait pas de problème d'espèces invasives, ou en tout cas beaucoup moins. L'artificialisation des sols, c'est un enfant des combustibles fossiles. Si on n'avait pas les tractopelles et les cimenteries et les usines à béton, on n'artificialiserait pas à la vitesse à laquelle on artificialise aujourd'hui. La pollution locale, c'est un problème de combustibles fossiles. S'il n'y avait pas 40 millions de véhicules individuels se baladant dans ce pays, la pollution automobile, qui est un enfant des combustibles fossiles, la pollution automobile serait un peu... Voilà, la pollution, on va dire, environnementale à large échelle des charrettes à cheval était quand même un peu plus modeste. Le bruit, c'est un enfant des combustibles fossiles, puisqu'il faut beaucoup d'objets qui se déplacent à grande vitesse partout pour qu'on ait beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'objets qui se déplacent à grande vitesse partout, des voitures, des camions, des avions, des trains, etc. Et la pollution chimique d'une manière générale est un enfant des combustibles fossiles aussi. Avant les combustibles fossiles, alors certes il y avait les tanneries qui empestaient les rivières, mais enfin globalement la pollution à large échelle n'était pas du tout de même ampleur que ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a une partie de la facture, donc il y a diverses factures qui vont avec l'utilisation des combustibles fossiles. Et ça, c'est des problèmes que, dans mon jargon à moi, j'appelle des problèmes de poubelle qui débordent. C'est-à-dire que vous mettez trop de trucs dans l'environnement et l'environnement ne sait pas les épurer. D'accord, c'est poubelle qui déborde. Mais vous avez également, avec cette grande civilisation fossile que nous avons mise en œuvre, des problèmes de placards qui se vident. Alors les placards qui se vident, c'est quoi ? C'est des ressources qui deviennent progressivement de moins en moins disponibles. Alors je vais commencer par vous prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les combustibles fossiles, mais qui a à voir un peu avec la décarbonation. Les premières mines de cuivre qui ont été exploitées en Espagne à Rio Tinto, d'où le nom de la compagnie minière éponyme dont vous avez peut-être entendu parler, avaient une teneur en cuivre dans le minerai qui était proche de 20%. La teneur en cuivre dans le minerai des mines qu'on exploite actuellement, c'est 0,5% en moyenne mondiale, ou 0,4%. L'or, c'est carrément quelques grammes par tonne. Je ne sais pas si vous savez, mais on extrait autant de roches du sol et du sous-sol pour trouver de l'or que pour trouver du fer. On fait 2 milliards de tonnes d'acier dans le monde par an, on produit quelques dizaines de milliers de tonnes d'or, mais la dilution de l'or dans le minerai est telle qu'on fait des trous de même taille dans les deux cas de figure. Et on croche et on écrase autant de roches dans les deux cas de figure. En fait, tous les minerais aujourd'hui, on est en train d'exploiter des mines dont la teneur en métal baisse par rapport aux premières mines. Si les Romains avaient eu à leur disposition la même teneur en minerai, enfin la même teneur en cuivre et en étain par exemple que les mines qu'on exploite actuellement, jamais on aurait eu l'âge du bronze. Le cuivre, etc. Tout ça n'aurait pas existé. Hein. C'est pas, si nos ancêtres avaient eu la même teneur, l'âge du bronze n'aurait pas existé, avant les Romains. Donc
Ça, c'est par exemple un problème de placard qui se vide. Les stocks de poissons qui baissent dans l'océan, c'est un problème de placard qui se vide. Je ne sais pas si vous savez, mais le maximum des prises mondiales pour la pêche en mer, c'est 1995. Donc ça fait déjà 30 ans qu'on a passé le maximum des prises en mer. Et maintenant, parce que les stocks de poissons sont en train de baisser, certains se sont franchement effondrés, ne reviennent pas en général une fois qu'ils se sont effondrés. Et voilà. Les stocks de forêt sur Terre sont également en baisse. Donc ça, c'est un autre problème de placard qui se vide. Et on a un dernier problème de placard qui se vide, dont on ne se rend pas compte en Europe. Je vais vous dire pourquoi. Mais qui est déjà une réalité sur notre continent, qui est les stocks d'hydrocarbures disponibles qui commencent à devenir plus difficiles d'accès. Alors vous allez me dire, on croule sous le pétrole, on croule sous le gaz et on croule sous le charbon, et c'est bien la raison pour laquelle on doit se décarboner. Alors, il se trouve que, en fait, c'est pas si simple. Oui, on croule dessous du point de vue du climat, c'est-à-dire que si on brûle tout ce qu'il y a sous terre, on met le climat dans un état de déstabilisation extrêmement élevé et on aura du mal à y faire face. Pour autant, en ce qui concerne le pétrole et le gaz, l'Europe est déjà en décrue subie d'approvisionnement. Ça peut paraître paradoxal, parce qu'on dit on en a trop. Alors à l'échelle mondiale, on en a trop pour tout brûler. Mais en fait, il ne faut pas confondre le stock accessible avec la dérivée sur la production, c'est-à-dire avec la variation, avec la façon dont la production évolue. En ce qui concerne le pétrole conventionnel, le monde est passé par un pic en 2008. L'Agence internationale de l'énergie l'a publié dans un document en 2018. Alors, le pétrole conventionnel, c'est tout ce qui n'est pas le shale oil américain et les sables bitumineux canadiens. C'est tout le reste. Donc, c'est tout le pétrole mondial, moins ces deux choses un peu bizarroïdes que sont le pétrole de schiste américain, shale oil, et les sables bitumineux canadiens. Et il se trouve que depuis 2008, vous observerez, et peut-être l'observez-vous avec vos clients parfois, que l'économie française commence à être un peu plus à l'étroit. Depuis 2008, nous avons passé en Europe le maximum de la construction neuve annuelle. C'est-à-dire le maximum de la construction neuve annuelle en Europe, c'était 2007. Et depuis, les mètres carrés construits dans l'année, en Europe, ont tendance à baisser. Ils ont très fortement baissé entre 2007 et 2014, sont repartis à la hausse entre 2014 et 2018, c'est-à-dire au moment de l'essor maximal du pétrole de schiste américain. Et au moment où le pétrole de schiste américain est passé par son maximum, juste avant le Covid, enfin, ça a tout ça plafonné, 2018, eh bien, la construction neuve en Europe s'est remise à plafonner et a légèrement décliné. Mais en dessous de son niveau 2007, très en dessous de son niveau 2007. Un deuxième indicateur physique de l'économie qui montre que ça se contracte déjà, c'est les marchandises qui circulent en camion. Il y a un indicateur qui est tenu par Eurostat, qui est le tonnage total de marchandises ayant circulé en camion dans une année donnée. Cet indicateur décline depuis 2007. Alors, la totalité des marchandises qui prennent le camion une année donnée, en gros, c'est la totalité de ce que vous achetez et la totalité de ce qu'on produit. Il n'y a pas un objet que vous achèterez qui n'est pas passé par un camion. Vos vêtements, votre nourriture, votre brosse à dents, vos lunettes, tous les équipements que vous avez dans vos cabinets, les matériaux de construction avec lesquels vous avez fait construire, si vous avez fait construire et ceux avec lesquels vous avez rénové, si vous avez rénové, enfin tout et n'importe quoi est passé par, et même si vous avez acheté un poulailler avec des coupes dedans, tout ça est passé par un camion. D'accord, donc le camion c'est le globule rouge de l'économie. Tout, même les marchandises qui prennent le train ou le bateau à un moment, passeront à un autre moment par un camion. Voilà. Absolument toutes les marchandises. Par ailleurs, c'est exactement pareil au niveau de la production. Vous n'avez pas une usine aujourd'hui qui est, sauf rarissime exception, qui est des segments qui se passent du camion entre eux et leurs clients. Alors, vous avez quelques exceptions. Les pondéreux, par exemple, une aciérie peut très bien livrer des brames par bateau, par barge ou par train complet, parce que là, vous êtes dans du pondéreux et le train se justifie, jusqu'à un site de transformation. À l'aval du site de transformation, vous aurez un jour ou l'autre un camion de nouveau. Donc, en gros, si vous regardez la totalité des marchandises qui ont pris le camion une année donnée, c'est un bon indicateur agrégé de ce qu'est l'activité économique réelle. Celle qui produit des trucs à manger, celle qui produit des logements, celle qui produit des vêtements, etc. Les services, on s'en fiche un peu. Alors, je vais vous faire une petite blague pour les avocats présents dans cette pièce. Si vous avez d'une année sur l'autre, vous doublez votre taux horaire. Est-ce que ça procure 2 fois plus d'heures d'avocats à la population? Non. Est-ce qu'on va qualifier ça d'inflation? Non. On va qualifier ça d'augmentation de valeur parce que dans les services, on ne sait pas faire la correction de l'inflation, c'est extrêmement compliqué. Et donc, on va dire que le PIB a augmenté. Mais en fait, la quantité réelle de choses physiques disponibles, et là, en l'occurrence, la chose physique disponible, c'est des heures d'avocat, n'aura pas varié. Je pourrais prendre exactement le même exemple avec des médecins qui augmenteraient leurs honoraires d'une année sur l'autre, ou je vous prends encore un autre exemple, quand le prix de l'immobilier augmente, et le prix de l'immobilier augmente maintenant depuis des décennies, eh bien la production de crédit immobilier augmente, parce qu'il faut emprunter plus pour acheter les mêmes mètres carrés, et donc le produit net bancaire augmente.
Et c'est pas du tout corrigé de l'inflation, ça fait de la hausse de PIB. Mais c'est de la hausse de PIB factice, ça ne correspond à rien qui améliore, qui augmente ce qui est à la disposition de la population. C'est juste un artefact comptable. Et donc ça fait 20 ans maintenant que en fait, l'économie réelle et l'économie comptable s'écartent de plus en plus l'une de l'autre. D'accord, voilà. Donc quand on vous donne les chiffres de la croissance du PIB, c'est une très bonne nouvelle pour le pouvoir politique parce que le PIB c'est la base fiscale. Donc ça veut dire que si le PIB augmente, les impôts vont augmenter. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour le budget. Mais par contre, ça ne procure plus maintenant, le fait que le PIB augmente, plus de services globalement à la population. Plus de biens et de services, d'accord, physiques. Encore une fois, des heures de personnes compétentes, des kilomètres en voiture, des mètres carrés de logement, des trucs physiques. Hein. Et ben ça n'augmente plus. Et peut-être que vous constatez dans votre clientèle des gens qui tirent un peu plus la langue depuis 15 ans, qui ont un peu plus de mal à boucler les fins de mois, etc., qui vous demandent un peu plus souvent des délais de paiement ou que vous avez un peu plus souvent besoin de défendre en commission de surendettement, j'en sais rien. Mais quand vous regardez les statistiques à l'échelle nationale, c'est bien ça que vous constatez. Vous constatez que les gens qui sont à découvert le 15 du mois, ça augmente. Vous constatez que la difficulté d'accès à des choses très concrètes, encore une fois, le logement, la santé, l'enseignement, etc., augmente pour une fraction de la population. Et ça, c'est directement en lien avec la décrue énergétique qu'on subit déjà en Europe depuis 2008. Alors pourquoi depuis 2008 ? Parce que, comme je vous le disais, le pétrole conventionnel est passé par un pic en 2008 et le shale oil n'a pas, pour des raisons qui ne sont pas encore complètement claires pour moi, mais l'essor du shale oil n'a pas profité au marché des pays de l'OCDE. Voilà, la croissance a été captée par les pays émergents, mais pas par les pays de l'OCDE. La consommation de pétrole est aussi en baisse aux États-Unis depuis 2008. C'est étonnant, mais c'est comme ça. La deuxième chose qui est arrivée à l'Europe, c'est que le gaz de la mer du Nord est passé par un pic de production en 2005. Or, à cette époque-là, la mer du Nord représentait 55% de l'approvisionnement européen. Et le gaz étant gazeux, comme disait l'autre, il se transporte beaucoup plus mal qu'un liquide, comme le pétrole. À température et pression ambiante, un mètre cube de gaz, c'est 1000 fois moins dense énergétiquement qu'un mètre cube de pétrole. Donc le transport du gaz va occasionner des déperditions énergétiques plus importantes, donc c'est plus compliqué, donc ça se transporte moins. En ce qui concerne le charbon, l'Europe est passée par un pic de production dans les années 1980. Il tente, s'il y a des Belges. Comme le charbon est un pondéreux solide, il se transporte encore plus mal que ce gaz. Et donc, quand une zone passe son pic de production sur le charbon, en général, elle passe son pic de consommation. Et c'est très exactement ce qui s'est passé pour l'Europe. Donc, l'Europe est sous stress sur le charbon depuis 1980, rien à voir avec le climat. Sous stress depuis 2005 sur le gaz, rien à voir avec le climat. Sous stress sur le pétrole depuis 2008, rien à voir avec le climat. Par contre, tout à voir avec l'économie. La conjonction de ces trois pics, régionaux pour le charbon et le gaz, mondial pour le pétrole conventionnel, crée une décrue de l'approvisionnement énergétique depuis 2008 en Europe, qui est une décrue subie, ça n'a pas été une décrue choisie, ça n'est pas le résultat d'une politique qui se serait manifestée overnight cette année-là. Mais par contre, comme c'est quelque chose de subi, ça engendre de façon directe de l'incompréhension, du sentiment d'abandon, du mal-être, etc. dans une fraction croissante de la population. Et là, vous avez directement la lecture de ce qui est en train de se passer au niveau politique. C'est une conséquence directe. Et il suffit d'attendre, ça augmentera. Voilà. Alors ça, c'est une très bonne raison de se décarboner aussi. Donc en fait, on a deux bonnes raisons de se décarboner. La première, c'est pour éviter un changement climatique dont les conséquences vont devenir progressivement de moins en moins faciles à gérer. Et la deuxième raison, c'est que de toute façon, nous sommes déjà en train de la subir, cette décarbonation. Alors pas assez vite pour éviter des problèmes de climat, mais trop vite pour retrouver une économie florissante. On va le dire comme ça. Cette décarbonation, si on ne la gère pas là où c'est le plus facile, elle s'appliquera là où elle a envie de s'appliquer. Et c'est évidemment beaucoup plus facile de la gérer en passant les chaudières à fioul à pompe à chaleur qu'en attendant que les gens qui n'aient pas les moyens arrêtent de rouler en voiture à diesel et se retrouvent privés de job ou privés d'accès à je ne sais pas quoi. Hein, c'est absolument évident que c'est beaucoup mieux si ça se gère que si ça ne se gère pas, comme toute contrainte. Hein. Donc les gens qui se font opérer d'une fracture, ils décident de gérer la contrainte. C'est exactement ça qu'ils font. Hein. Puis sur le long terme, c'est plutôt mieux. Donc là, c'est exactement pareil. La deuxième bonne raison, alors elle est beaucoup moins présente dans le débat public, mais elle est quand même importante, de gérer la contrainte, c'est le fait que cette décarbonation est déjà à l'œuvre. Et donc, en décarbonant sa propre activité, on participe quelque part à un effort collectif concernant égoïstement le pays. Là, il ne s'agit pas de la planète dans son ensemble, il s'agit d'un effort collectif qui concerne égoïstement le pays, qui est de lui préserver un fonctionnement stable, j'ai envie de dire, dans un monde en décrue subie de combustibles fossiles.
C'est un deuxième effet. Et donc, on préserve la stabilité sociale directement chez soi en faisant ça. Voilà, donc c'était ça la petite introduction que je souhaitais vous faire. Et après, pour finir sur les activités qui sont les vôtres, donc je vous ai dit qu'il y avait... Alors, ce que vous allez avoir présent à l'esprit, classiquement, c'est l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions qui sont directement occasionnées par votre activité ou indirectement occasionnées parce que vous avez besoin de fournisseurs et que vous avez besoin que les clients viennent vous voir. Mais j'insiste sur un point, vos activités sont plus largement dépendantes des combustibles fossiles qui ont fourni à vos clients le temps ou les moyens pour avoir recours à vos services. D'accord ? Et ça dépasse évidemment votre périmètre direct d'action. Donc c'est pour ça que je disais, la décarbonation est une contribution à un effort collectif du pays pour essayer de faire en sorte qu'on préserve une partie de tout ça, parce que objectivement, c'est quand même sympa d'avoir des libertés et c'est quand même sympa voilà, c'est un truc, on va quand même pas cracher dessus. Et dans le périmètre direct de vos activités, bon là je vais pas vous refaire la leçon, puis vous avez de très bons guides. Vous avez la chance d'être dans des professions dans lesquelles j'ai envie de dire le fonctionnement physique est assez standard, d'un kiné à un autre ou d'un avocat à un autre. C'est physiquement des activités qui se présentent à peu près de la même manière. Donc du coup vous pouvez avoir des expérimentations et des généralisations parce que chaque cabinet n'est pas une exception demandant une investigation extrêmement approfondie. D'accord ? C'est toujours une déclinaison d'un schéma qui est raisonnablement général. On peut passer à la phase des questions, si vous voulez bien. Passons à la phase des questions. Vous avez de l'eau juste devant vous, si jamais, Merci. avec des gobelets. Je remplace Mathieu Noireau un peu au pied levé et je vais poser la question qu'il avait prévu de vous poser. Et ensuite, je passerai la parole à la salle, étant précisé que je souhaiterais que vous vous attendiez bien que le micro arrive, parce qu'on a une captation, et donc pour que les choses puissent être transcrites ensuite. L'UNAPL, vous l'aurez compris, ce sont donc les professionnels libéraux avec 3 familles, cadre de vie, santé, droit. Il a été rappelé tout à l'heure qu'on avait porté un questionnaire à la connaissance de nos adhérents en 2023, et beaucoup de professionnels libéraux étaient sensibilisés aux enjeux environnementaux, et tu l'as rappelé tout à l'heure, Aurélien. Ils appliquaient davantage des actions sur leur vie personnelle que dans l'activité professionnelle. C'était un des points qu'on voulait travailler. Pour se mettre en action, 2 besoins reviennent régulièrement. L'aspect financier, l'accompagnement pédagogique également sur les actions à mettre en œuvre pour être efficace. Et j'en arrive à ma question. D'après vous, par quoi faut-il commencer quand on a une profession libérale ? Est-ce que vous pourriez partager quelques ordres de grandeur utiles pour guider l'action, ce qui pèse vraiment, ce qui pèse peu, en quelque sorte, et concrètement, ce qu'on aurait peut-être voulu apprendre de vous, c'est peut-être le top 3 des postes à regarder dans un cabinet libéral, que ce soit un avocat, un kiné ou un assureur, peut-être selon vous, ce qui pourrait être le plus impactant. Alors, avocat et assureur, ça va beaucoup plus se ressembler que n'importe lequel de ces deux-là avec kiné. Parce que kiné, même si ce n'est pas massif, il y a un peu de matériel quand même. Voilà. Et puis, il y a également des transports médicaux que vous allez rarement trouver chez l'avocat et l'assureur. S'il y a trop de transports médicaux chez l'assureur, c'est qu'il a mal fait son boulot. Donc, voilà. Les postes que vous allez retrouver sont typiques de ceux d'une activité tertiaire. C'est-à-dire que vous allez retrouver un poste important qui est lié au chauffage, un poste important qui est lié au déplacement des clients et éventuellement du kiné ou de l'avocat. Et vous allez trouver un poste un peu plus secondaire, mais qui peut être significatif quand même, sur tous les équipements matériels que vous allez trouver à l'intérieur, y compris les aménagements mobiliers, etc. Si vous faites refaire la peinture, refaire la boquette, etc., tout ça engendre des émissions. Donc vous allez trouver ces trois postes-là. Plus l'avocat est opulent et a de grands bureaux, plus le poste chauffage et le poste matériel seront importants. Donc travailler dans les petits KGB, voilà, on va reconnaître. Et qu'est-ce que ça fait moins mal au cœur à vos clients encore que vous la cherchez dit. Et puis en ce qui concerne les kinés, moi j'ai pas fait les calculs, donc je vais faire un guess. Mon guess, c'est que ce qui va arriver en tête, c'est les déplacements des clients, parce que j'imagine qu'il y en a énormément qui viennent les voir en voiture, et donc en taxi. Ça, c'est... Enfin, en tout cas, ça va beaucoup dépendre évidemment du tissu urbain. C'est-à-dire, s'il est un kiné de centre-ville,
c'est que les gens sont pas trop mal en point, ils vont venir vous voir dans le transport en commun. Et si vous êtes un kiné rural, vous êtes dans tous les cas de figure, les gens vont venir en voiture, ça prend un poste impossible. Alors là-dessus, ce qui est possible de faire derrière va dépendre du... Là, pour le coup, ça va dépendre du contexte. Mais les trois postes sont, voilà, sont en général ceux-là. Pardon, je garde le micro, mais promis, je le rends plus tard. Dans une question qu'on se posait avec Laurent là, tout à l'heure, peut-être pouvez-vous nous éclairer sur l'intelligence artificielle peut-être, mais tout le monde l'a à la bouche, mais plus généralement l'usage des outils numériques. Et c'est vrai qu'on en parlait aussi à propos du guide, cette hésitation qu'on a eue, est-ce qu'on l'imprime pour le laisser à disposition des personnes qui ont peut-être moins accès, est-ce qu'on le laisse en ligne? Peut-être votre avis sur les choix qu'on peut faire, un peu basiquement entre le papier et le numérique, quels impacts environnementaux ça a et comment est-ce qu'on peut arbitrer nos choix actuellement sur ces questions-là? Sur l'arbitrage entre papier et numérique, il y a eu une époque où la question se posait de savoir si en laissant les choses sur le numérique, on ne poussait pas à une augmentation de l'usage du numérique, parce que les gens vont évidemment pas avoir un ordinateur juste pour lire des guides. Et donc, si ça ne conduisait pas à une inflation des moyens numériques, alors ça, c'était une question qu'on posait il y a longtemps. Maintenant, de fait, tout le monde est numérisé. Et je pense que la question, elle se présente pas tant sous forme environnementale que sous forme d'attention sur la lecture. Moi, j'ai une difficulté personnelle à lire des déclinants un peu longs en digital. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai appelé à lire sur papier, c'est bien évidemment c'est toujours est-il que quand j'ai besoin de me concentrer vraiment sur papier, par exemple, je pourrais pas lire un livre sur écran. Ouais, qu'on peut se lire sur papier, si je vais pouvoir me concentrer sur le... Mais encore une fois, je prétends pas du tout être un... D'ailleurs, et donc, la question qui se pose à mon avis, avec un document dont on souhaite qu'il retienne l'attention des gens, c'est est-ce que... quelle est la modalité? Est-ce que les deux modalités sont équivalentes dans ce qui concerne la pension? Ou est-ce qu'il y en a une qui est meilleure? Parce que le format digital a aussi l'intérêt que ça peut être utilisé comme un dictionnaire. C'est-à-dire que vous avez un ancêtre de Google, c'est le Chrome OS, et quand vous cherchez quelque chose de bien précis, vous allez directement à l'information qui vous intéresse. Dans un document papier, c'est plus compliqué, pas même bouger. Il y a une bonne table des matières, y arriver, mais c'est quand même encore plus cool. Voilà, donc pour moi, c'est pas. Et de toute façon, vous allez vous rendre compte que les émissions liées à l'impression du guide ou les émissions liées à sa consultation sur l'ordinateur sont de toute façon parfaitement secondaires devant les émissions que vous avez l'ambition de réduire sur les 3 postes que j'ai évoqués juste avant. J'ai envie de dire que la meilleure option est celle qui retiendra le plus l'attention des gens qui vont lire, qui leur donnera le plus envie de faire les choses. Bonjour, merci. J'ai une question qui est un petit peu, qui ne va peut-être pas intéresser tous mes confrères. Je voulais savoir, pendant la pandémie de Covid, il y a eu en fait moins d'émissions de plein de trucs et finalement c'était une période assez vertueuse au plan écologique. Donc j'ai une question un peu provocatrice. Faut-il souhaiter des crises pour que nous puissions survivre demain? Merci. Eh bien, votre question, elle n'est pas du tout... elle est plus que pas provocante, enfin. Alors, je vais faire une réponse un peu en ce qui concerne l'aspect climat, donc pas l'aspect déplétion de gisements pour hydrocarbures, mais l'aspect climat, pour limiter le réchauffement à 2 degrés, alors aujourd'hui, le climat s'est déjà réchauffé d'à peu près 1,5 degrés, qui était la limite basse des accords de Paris, c'était ce qu'on souhaitait éviter. Alors, je précise tout de suite que nous sommes en période d'avoir vu toutes les conséquences du réchauffement déjà provoqué. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah bah oui, 1,5, c'est pas si grave, avec canicule de temps en temps, bon, voilà, de temps en temps, il faut qu'on descende, il faut pas qu'on parle sous les toits parce que c'est désagréable, bon, ok. Et de temps en temps, on a un arbre qui meurt avant Guernin, mais c'est pas très grave. Mais il faut bien voir qu'en fait, on n'a pas encore vu toutes les conséquences parce que le temps que les divers compartiments de l'environnement s'équilibrent avec la nouvelle température sont des temps qui sont très longs. Pour les écosystèmes, c'est des décennies. C'est-à-dire même avec le nouveau climat, même si on ne réchauffait pas plus le climat qu'aujourd'hui, vous avez déjà 10-20% de la forêt française qui va nourrir. Et ça, c'est parce que les arbres, il va pas en 2 semaines, il va être des années à se dessécher progressivement, à se faire bouffer par les petites bêtes de façon croissante, etc. Et donc, cette conséquence-là, par exemple, elle n'est pas immédiatement visible. Sur le gonflement-retrait des argiles, c'est pareil, c'est quelque chose qui va se prolonger dans la durée, etc. Donc vous avez un certain nombre de modifications. Il faut attendre un certain temps pour que... Alors sur la hausse du niveau de l'océan, par exemple, là c'est des siècles qu'il faut attendre
voire des milliers d'années, avant que l'équilibrage se fasse avec la nouvelle température. Parce que c'est le temps que les calottes polaires finissent par s'équilibrer avec la nouvelle température, et tant que les calottes polaires continuent de fondre, le niveau de la mer continue de monter. Il faut savoir que si le Groenland fondait en totalité, on prendrait 6 mètres d'élévation du niveau de la mer dans le monde. 6 mètres ou 9 mètres Non, 9 mètres. 9 mètres. Ah oui, donc là, c'est des gros glaçons, hein, les calottes polaires. C'est pas des petits cubes de glace. Bon. L'Antarctique, c'est 60 mètres. Il ne va jamais fondre en totalité dans le cadre du réchauffement climatique en cours. Hein. Mais c'est juste pour vous dire. Voilà. Donc le temps que les calottes finissent par s'équilibrer avec la nouvelle température, qui est très long, qui peut se compter en siècles ou en millénaires, vous avez l'océan qui continue de varier. Donc c'est juste pour dire que la conséquence environnementale de ce qu'on a déjà provoqué comme élévation de température, en fait, on n'a pas encore vu en totalité. Ce qu'on a déjà vu en totalité, c'est que la moitié des récifs coralliens des Caraïbes sont morts. Alors c'est pareil, on se dit, bon, ça ne nous empêche pas de manger des hamburgers ici. Oui, de fait, effectivement, pour le moment, ça ne nous empêche pas. Mais enfin, c'est quand même une conséquence qui est déjà massive. Je veux dire, la moitié des récifs coralliens, c'est pas rien, quoi. Donc, et si on veut éviter 2 degrés, il faut que les émissions se mettent à baisser de 5% par an à partir de maintenant, tous les ans. Alors pourquoi je vous ai fait cette longue réponse ? Parce que 5%, c'est précisément la baisse qu'on a eue l'année du Covid sur la planète. Donc si on voulait être sérieux sur le climat, effectivement, il faudrait se prendre un Covid supplémentaire tous les ans. C'est-à-dire qu'on prend un Covid, après on ne remet pas l'économie dans l'état dans lequel elle était avant le Covid, on la laisse là où elle est, puis pouf, on remet une crise par-dessus qui fait encore 5% de baisse en plus, etc. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on ait tous les ans pour tenir les 2 degrés. Bon. Ça équivaut à avoir une économie mondiale qui se contracte de 3 à 4% par an. Ça équivaut à ça. Donc autant vous dire que pour le moment, on n'en prend pas du tout le chemin. Et par ailleurs, comme les conséquences du réchauffement climatique, elles perdurent longtemps après que la nouvelle température se soit mise en place, il va arriver un moment où on aura des conséquences croissantes avec de moins en moins d'énergie pour y faire face. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure sur la déplétion des hydrocarbures, ça veut dire qu'à un moment, on a de moins en moins d'énergie à notre disposition. Et donc, on a, pardonnez-moi cette expression, mais des emmerdements croissants avec des moyens d'action qui baissent. Bon, ça, c'est pas sympa. Et plus on tarde à agir, plus on se retrouve dans une tenaille avec des emmerdements importants à gérer avec des moyens en décroissance. Donc, oui, le Covid vous donne... Alors, il y a 2 autres années où les émissions mondiales ont baissé de 5% sur le siècle qui s'est écoulé. Là, c'est 1945, c'est-à-dire l'année où il y a eu l'éradication de l'appareil industriel du Japon et de l'Allemagne. Voilà, ça a fait 5% de baisse des émissions aussi. Qu'est-ce que je veux dire ? Et 1932, c'est-à-dire le paroxysme de la crise de 29, où là aussi une partie de l'activité économique a été mise à l'arrêt par ce qui était au début une crise boursière. Donc là, vous avez 3 exemples d'événements qui ont occasionné 5% de baisse. Alors, une fois que je vous ai dit ça, deuxième partie de votre question, est-ce que c'est des crises qui vont... Oui, c'est évidemment ne pas agir volontairement dans un monde fini, ça veut dire que c'est des événements involontaires qui vont se charger de faire le ménage à notre place. Parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc l'idée d'avoir des émissions indéfiniment croissantes, c'est physiquement pas possible. Ça voudrait dire qu'on a un stock de combustible fossile infini sous la main, ce qui n'est pas le cas. Bon. Ce qui veut dire que si ce n'est pas des événements désirés qui baissent les émissions, ça sera des événements non désirés. En fait, c'est ce qui est déjà en train de se passer en Europe depuis 15 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cet événement non désiré, c'est la contraction de l'économie réelle. Et pour le moment, les conséquences qu'on est en train d'observer de manière croissante sont des conséquences pas sympathiques, puisqu'il y a une fraction croissante de la population qui se retrouve dans un état de moins en moins sympathique de son point de vue, c'est tout à fait ce qui est une réalité. Et donc, la contraction subie des moyens, c'est la désorganisation progressive des systèmes que nous avons mis en place. Voilà. Et avec de temps en temps des accidents de parcours que personne ne peut prévoir, parce que quand vous mettez le système en tension, vous savez, c'est comme la tectonique des plaques, de temps en temps ça fait craque quelque part, mais vous ne pouvez pas prévoir où exactement et quand exactement, quoi. Vous pouvez avoir une idée du genre d'événement qui peut se produire, mais où, quand, avec quelle intensité, vous ne savez jamais vraiment. Bonjour, enfin bonsoir plutôt. Vous évoquez beaucoup le stock d'énergie disponible et vous avez parlé du pétrole, du gaz et du charbon. Sauf erreur, il y a une autre énergie qu'on a su bien développer en France, qui s'appelle l'électricité.
J'ai lu ce matin qu'on était même à se poser la question si on n'allait pas les mettre en pause certaines centrales parce qu'on était en surproduction. Alors, quel est l'impact de cette énergie dans le mix? Ce qui amène deux sous-questions pour vous faire développer pas mal de choses. Je suis un heureux propriétaire de voitures électriques et on continue de m'expliquer qu'il va y avoir un sujet quand il va falloir recycler la voiture. Est-ce que, enfin voilà, on en est où sur ce point-là? Puisque c'est souvent la critique qui est faite à ce mode de transport-là. Et deuxième question, on est au niveau français en plein dans la loi de programmation énergétique et justement sur les arbitrages là-dessus, avec, on peut entendre un peu tout et son contraire sur les éoliennes, sur un certain nombre de choses. Quel est votre point de vue sur ces sujets-là? D'accord, ça fait beaucoup de questions. D'accord. Alors, première remarque, l'électricité ne se trouve pas dans la nature, sauf à savoir exploiter les éclairs d'orage, mais c'est rare que vous ayez une cafetière qui se branche directement dessus, donc il n'y a pas. Et donc l'électricité est ce qu'on appelle dans le jargon des énergéticiens un vecteur énergétique ou une énergie finale, c'est-à-dire c'est une énergie transformée à partir de choses trouvées dans la nature. Dans le monde aujourd'hui, ce qu'on trouve dans la nature pour faire de l'électricité de façon dominante, c'est des combustibles fossiles. 35% de l'électricité mondiale est faite au charbon et 25% au gaz, hein, en chiffres ronds. Donc les énergies qu'on appelle non carbonées, nucléaire, éolien, solaire, géothermie, hydroélectricité, ça fait 40%, en gros. La première des électricités d'origine renouvelable dans le monde, et de loin, c'est l'hydroélectricité. C'est pas l'éolien et le solaire. En France, on a effectivement développé de l'électricité nucléaire de façon significative, et puis plus récemment, éolienne et solaire aussi un peu, en décarboné. Alors pour vous donner des ordres de grandeur, si je mets bout à bout toute l'énergie qui permet aux Français de vivre comme ils vivent, c'est-à-dire celle qu'on produit chez nous et qu'on consomme chez nous, celle qu'on ne produit pas chez nous mais qu'on consomme chez nous, et celle qui est contenue dans tous les objets manufacturés qu'on a importés et dont on bénéficie, puisque aujourd'hui l'essentiel des objets manufacturés sont made in ailleurs, hein. L'énergie totale qui permet à la France de vivre comme elle vit aujourd'hui, c'est un peu plus, c'est de l'ordre de 2000 milliards de kilowattheures, 2000 térawattheures. Là-dessus, il y en a 350 qui sont du nucléaire français. Enfin, 400 maintenant, allez. 400 qui sont du nucléaire français. Donc vous voyez, pour qu'on continue à vivre juste en développant le nucléaire comme on vit aujourd'hui, il faudrait multiplier le parc par 5. En 30 ans, j'ai quelques doutes. Même si j'adore le nucléaire, c'est évident qu'on n'y arrivera pas. Et on y arrivera d'autant moins qu'au fil des années, on s'est donné un jeu de règles de plus en plus complexe pour gérer cette énergie. Et en fait, on a progressivement, au motif qu'on voulait minimiser au maximum le risque de l'objet, on a progressivement fortement augmenté le risque de ne plus avoir l'objet. D'accord ? C'est un peu comme si, pour un médicament, vous étiez tellement tétanisé par les effets secondaires, c'est un peu ce que font les antivax, quelque part, hein. Vous êtes tellement tétanisé par les effets secondaires que du coup, vous en oubliez que le truc vous sauve la vie, quoi. Bon, et donc, vous mourrez pas malade. Mais donc, c'est ça qu'on a fait historiquement avec le nucléaire. Le parc qu'on a construit après les chocs pétroliers, avec les règles actuelles, on ne pourrait pas le construire. Ça ne serait pas autorisé. Je ne dis pas que c'était dangereux. Je dis juste qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une quantité de ceintures et de bretelles qui est telle que ça rend les choses très compliquées et très lentes. Voilà, c'est ça le sujet. Mais même si on reconstruisait les réacteurs qu'on a construits il y a 40 ans, 50 ans, en se mettant en économie de guerre, etc., vous ne multipliez pas le parc par 5 en 30 ans ou 40 ans ou 50 ans. Ça n'existe pas. On ne va pas faire ça. On ne va pas y arriver. Donc l'électricité qu'on a chez nous, décarbonée, qui est une bonne chose, en fait, on n'en aura pas des quantités illimitées. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on en exporte beaucoup parce que cette électricité, on n'arrive pas à la consommer à mesure qu'on a augmenté sa production. Essentiellement parce qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires collectivement sur l'électrification des usages. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on avait de plus en plus d'électricité, cette électricité, il fallait lui trouver un débouché. Donc il fallait obliger tous vos collègues à faire comme vous, à acheter des voitures électriques. Voilà. Et il fallait obliger tout le monde à passer à la pompe à chaleur. Et il fallait obliger les processus industriels à s'électrifier à chaque fois que c'était possible. Et c'est possible dans beaucoup de cas de figure.
Et à ce moment, vous aviez une planification d'ensemble du système énergétique dans lequel vous programmiez l'augmentation de la production et en même temps, vous planifiez l'augmentation de la consommation. Et là, le système s'équilibre. Sauf qu'on n'a pas fait ça. On a planifié l'augmentation de la production. Et les débats sur la PPE qu'on a actuellement, c'est justement parce qu'on continue à planifier une augmentation de la production alors qu'on ne planifie pas l'augmentation de la consommation. Donc il y a des gens qui disent on en a déjà trop, c'est pas la peine d'en rajouter. Et effectivement, tant qu'on ne planifie pas l'augmentation de la consommation, c'est un argument qui peut s'entendre. Donc si on en a trop, qu'on se calme. Et d'autant plus que dans le même temps, on a fait un truc qui, de mon point de vue, est une énorme connerie, mais on l'a fait quand même, qui a été ce qu'on a appelé la libéralisation du marché de l'électricité. D'accord ? On a laissé chacun d'entre nous libre de choisir son distributeur d'électricité. Qu'est-ce que c'est qu'un distributeur ? C'est un intermédiaire commercial, rien d'autre. Je veux dire, quand vous changez de distributeur, personne ne vient chez vous débrancher les fils électriques pour en rebrancher d'autres. Vous continuez à consommer exactement les mêmes électrons qu'avant, fournis exactement par les mêmes dispositifs de production. Juste, c'est plus la même boîte qui vous envoie la facture. Bon. Qu'est-ce qu'on a gagné dans l'histoire ? Absolument rien. Je veux dire, est-ce que ça a permis de développer des nouveaux moyens de production ? Non. Est-ce que ça a permis de consommer plus intelligemment ? Non. Ça a juste enrichi un certain nombre de distributeurs et appauvri l'entité qui possède les moyens de production, c'est-à-dire EDF. Donc ça a été un transfert de rente d'EDF vers des gens qui n'ont pas investi un centime, sauf rarissime exception, dans des moyens de production et dans... voilà, donc ça a été un truc totalement stupide, fait au nom de l'ouverture à la concurrence, de tout ce qu'on peut imaginer ouvrir à la concurrence en Europe, parce que c'est comme ça que la Commission a fonctionné, parce que c'était le mandat initial de l'Europe, c'était de créer un marché pour que on fasse des affaires ensemble et qu'on ne se tape pas dessus. C'était ça le mandat européen initial. Mais de temps en temps, on est allé trop loin dans la potion magique. Et là, sur l'électricité, on est allé trop loin. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que maintenant qu'on a ce marché, quand on augmente les moyens intermittents et qu'on n'a pas le débouché pour l'électricité au moment où la production arrive, on a des chutes de prix. Donc si vous regardez les prix de l'électricité, maintenant, vous constatez que pendant 6 mois de l'année, et une partie du reste, c'est-à-dire les 6 mois où il y a du soleil de façon significative, les prix de marché deviennent très faibles, voire nuls, tous les jours, à 2h du matin et à 2h de l'après-midi. 2h du matin, c'est parce que vous avez la chute de la production de la nuit. Et 2h de l'après-midi, c'est parce que vous avez le pic solaire et que vous êtes inondé d'électricité solaire dont on ne sait plus quoi faire. Et ça, on le savait au moment où les moyens ont été développés. Mais sauf qu'on s'est pas donné, on n'a pas dit, par exemple, en même temps qu'on développe le solaire, tout le monde doit acheter une voiture électrique et la mettre à recharger entre midi et 2h pendant qu'il fait la sieste. On aurait pu, voilà, mais on n'a pas fait ça. Donc, aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec un système un peu bancal. Et sortir d'un système bancal en matière d'électricité, c'est jamais rapide. Parce que le système électrique est un système lent. Une éolienne, ça dure 20 à 30 ans. Une installation solaire, ça dure 20 à 30 ans. Une centrale à gaz, ça dure 40. Un réseau électrique, ça dure un siècle. Et une centrale nucléaire, ça dure un siècle. Entre le moment où vous décidez de la construire et le moment où vous la décommissionnez, ça dure un siècle. Donc, on ne peut pas gérer les trucs à la petite semaine. Et on ne peut pas les gérer de façon sentimentale. Je veux dire, si vous dites juste, tiens, ça fait bien électoralement en ce moment de promettre ceci, cela. Enfin, les Allemands, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Nous, pour partie aussi. Et aujourd'hui, maintenant, on a besoin de recoller des morceaux qui ne s'emboîtent pas aussi bien l'un dans l'autre qu'on aurait voulu qu'ils s'emboîtent. Voilà, et c'est ça le problème. Et il n'y a pas de solution miracle pour sortir de ce truc-là. Il n'y en a pas. Et donc, tous les gens qui disent, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est là qu'on en est. Mais donc le gros défi sur l'électricité, j'insiste, c'est aujourd'hui de développer l'électrification des usages. Et par ailleurs, même en développant l'électrification des usages, sachant que l'électricité, c'est 20% de l'énergie consommée par toutes les machines qui travaillent pour nous. C'est 20%, pas 80%. Même en électrifiant les usages, si on se passe de combustibles fossiles, on perd quand même une bonne partie des machines. Ça ira pas assez vite. Et par ailleurs, dans les énergies décarbonées, tout ont des inconvénients. L'inconvénient du nucléaire, c'est qu'il est trop dense. C'est qu'il est tellement dense que là où vous en servez, vous devez prendre plein de précautions. Et donc, du coup, c'est long à mettre en œuvre, une centrale. L'inconvénient des énergies renouvelables modernes, éolien et solaire, c'est que c'est trop diffus. C'est l'exact inverse. C'est trop peu dense. Donc, vous devez avoir plein d'installations de collecte partout. Par ailleurs, vous avez des sujets de recréer un système pilotable et dense à partir de sources d'énergie qui sont diffuses et pas denses. Donc le problème des ENR modernes, trop peu dense, le problème du nucléaire, trop dense, enfin d'une certaine manière. C'est-à-dire c'est tellement énergétique. La réaction de fission est un truc qui est tellement dense énergétiquement que ça prend du temps et c'est compliqué de construire le dispositif qui va exploiter cette énergie. Je vais le dire encore autrement. Avec l'éolien et le solaire, c'est très simple de faire une éolienne et un panneau solaire. C'est très compliqué de faire un système qui repose là-dessus.
Avec le nucléaire, c'est très compliqué de faire une centrale. Par contre, c'est très simple de faire un système qui repose dessus. D'accord. Donc, dans les deux cas de figure, vous avez une difficulté à gérer. Voilà, il n'y a pas de martingale. Bon, ça, c'est un non-sujet. Une batterie, c'est du métal. C'est du nickel, du lithium, du cuivre. Ça se recycle extrêmement bien. Je n'ai pas du tout un problème. Bonsoir, j'aurais 2 questions à vous poser. La première sur justement le nucléaire. Effectivement, on est aussi a priori sur une ressource qui va finir par se tarir. Comment faire quand nous n'aurons plus accès à cette ressource, pardon, ou quand les pays dans lesquels nous les prenons ne nous laisseront peut-être plus l'accès à ces ressources. Et deuxième question, au niveau des énergies renouvelables, le problème, effectivement, c'est leur manque de régularité. Est-ce qu'on n'aurait pas un moyen de stocker? Alors, ce n'est pas un problème de manque de régularité, c'est un problème de manque de pilotabilité. On ne peut pas les piloter. Vous avez de l'électricité quand il y a du soleil et quand il y a du vent, et ce n'est pas vous qui décidez quand il y a du soleil et quand il y a du vent. Et du coup, est-ce qu'on pourrait stocker l'énergie qu'on surproduirait? Alors, la réponse est oui. Le stockage quotidien est très facile avec des batteries. Le stockage saisonnier est extrêmement compliqué parce que là, vous êtes obligé de passer, par exemple, sous forme gazeuse. Et les déperditions, si vous produisez du gaz à partir de l'électricité, enfin de l'hydrogène, par exemple, pour refaire de l'électricité derrière, les déperditions en cours de chaîne sont de 75%. Donc, c'est énorme. Sur l'uranium, oui, effectivement, on est dépendant des approvisionnements étrangers, mais on est dépendant des approvisionnements étrangers pour le gaz, pour le pétrole, pour le charbon, pour le cuivre, pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, et aujourd'hui pour le paracétamol et nos lunettes. Donc, en fait, c'est plutôt, dites-moi un truc sur le foie gras du Sud-Ouest, on n'est pas dépendant des approvisionnements de l'étranger, et le Chambol Musigny, ça on n'est pas dépendant non plus, mais d'une manière générale, on est aujourd'hui, les chaînes de valeur qui ne sont pas mondialisées sont devenues une exception. Là, il y a quand même une grosse différence entre l'uranium et les hydrocarbures, c'est que vous pouvez, et du reste les ENR sont aussi du côté de l'uranium dans ce cas de figure, c'est que vous pouvez stocker pour des années. C'est-à-dire que si vous vous fâchez avec un fournisseur, vous ne devez pas vous retourner en 3 semaines, quoi. Quand on s'est fâché avec les Russes pour le gaz et le pétrole, on n'a pas pu se retourner en 3 semaines parce que les volumes étaient trop importants et on a vu les résultats que ça a donné. Bon. On a irrémédiablement perdu avec la crise du gaz russe une partie de l'industrie européenne. Je dis bien irrémédiablement. Bon. Donc c'est pas, je veux dire, on est beaucoup plus tendu sur la question des hydrocarbures, sur la question de l'uranium. Par contre, la question de l'uranium est un vrai sujet si le nucléaire doit devenir une marge de manœuvre principale dans le monde. Aujourd'hui, le nucléaire fait 10% d'une électricité qui fait 20% de l'énergie qu'on consomme dans les machines mondiales, donc ça fait 2%, pas énorme. Si ça devait devenir 30%, j'ai n'importe quoi, ou 50%, à ce moment, on buterait sur un problème de quantité d'uranium disponible dans le monde, avec les technologies qu'on utilise actuellement, qui ne savent exploiter qu'une petite partie de l'uranium, c'est-à-dire l'isotope 235. L'uranium comporte 2 isotopes, un 235, un 238. Le 235 fait 0,7% de l'uranium. Donc, si on utilise des technologies qui permettent d'exploiter aussi le 238, qui existent, elles sont plus compliquées à manipuler, plus chères, etc., mais elles existent. À ce moment, le stock d'uranium sur Terre cesse d'être un problème, enfin on mourra d'autre chose. Mais par contre, avec juste l'uranium 235, vous ne pouvez pas faire du nucléaire actuel une marge de manœuvre principale. Il n'y a pas assez d'uranium. La fission? La fusion. Oui. La fusion. Non, la fission, c'est ce qu'on utilise actuellement. La fusion, vos enfants seront morts, on en parlera toujours à l'avenir. Merci. Toujours pour rebondir sur cette histoire du nucléaire, vous avez parlé au début de votre introduction des placards qui se vident. Et en France, on a quand même un placard qui se vide, c'est la situation de l'eau douce, qui est quand même nécessaire au refroidissement. Et aujourd'hui, les hydrologues commencent à parler d'une situation chronique de faillite hydrique. Alors, j'entends bien l'intérêt du nucléaire pour le pilotage, mais comment est-ce qu'on fait quand, à court terme, on n'a plus de système de refroidissement d'une centrale nucléaire? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très rare en termes d'occurrence dans l'année. Et les rares fois où ça se produit, ce n'est pas pour des problèmes de disponibilité de l'eau, c'est pour des problèmes de normes sur les températures de rejet. Dit autrement, c'est pour préserver la biodiversité des cours d'eau. Donc, ce n'est pas un problème de sûreté. C'est-à-dire, c'est pas un problème de sûreté.
Dans le monde qui se profile, il n'y aura pas d'énergie miracle, de toute façon. Donc, ce qu'on peut faire de mieux, c'est accepter les inconvénients de telle énergie plutôt que les inconvénients de telle autre. Voilà. Si par exemple un système comportant trop d'énergie intermittente aboutit à ce qui s'est passé en Espagne trop souvent, ça fera beaucoup plus de morts que n'importe quel accident nucléaire. Je peux vous dire, un blackout électrique aujourd'hui, l'électricité a permis de faire un système extrêmement performant, mais aujourd'hui vitalement dépendant de l'électricité. Imaginez qu'en France, vous n'ayez plus d'électricité pendant un mois, ça fait 5 millions de morts. Hein. Ah non, vous n'avez plus d'eau potable, vous n'avez plus de système de transport, vous n'avez plus de transactions monétaires, d'accord ? Plus personne n'a d'argent, vous n'avez plus d'acheminement de nourriture dans les villes. Ouais, quelques millions de morts, je pense que je ne suis pas loin. Hein. Mais par contre, tant qu'il y a de l'électricité, c'est vachement mieux que quand il n'y en avait pas. Bon. Non mais voilà, donc en fait il faut bien voir que le système moderne est un système qui est extrêmement performant mais qui est cantonné à une plage étroite de conditions favorables. Il y a rien de mieux que le pétrole, hein, tant que c'est pas épuisable. Enfin, si c'était pas épuisable et si ça faisait pas de changement climatique, il y aurait rien de mieux. Hein. C'est très dense énergétiquement, ça se transporte et ça se stocke extrêmement facilement. C'est extrêmement polyvalent comme utilisation. Vous en faites ce que vous voulez, de l'électricité, du mouvement, de la chaleur. Il y a rien de mieux, d'accord ? Du plastique, enfin exactement. Vous faites ce que vous voulez. Tous les substituts présenteront des inconvénients, absolument tous. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est choisir les inconvénients qui paraissent être les moins. Voilà. C'est aussi le sens de ma réflexion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les énergies décarbonées aujourd'hui représentent 20% de ce qu'on consomme et où le reste ne pourra pas être remplacé un pour un par les énergies décarbonées à la vitesse à laquelle on va devoir s'en passer ou on va être obligé de s'en passer, c'est évident qu'on va devoir faire avec moins. Alors pour moi, il y a deux manières de faire avec moins. Il y en a une qui s'appelle la sobriété et l'autre s'appelle la pauvreté. C'est exactement les mêmes gestes, sauf que dans un cas, vous l'avez décidé, dans l'autre cas, vous le subissez. Mais sinon, c'est pareil. Donc, si vous faites avec moins de voitures parce que vous l'avez décidé, ça s'appelle de la sobriété. Si vous faites moins de voitures parce que vous n'avez plus les moyens, ça s'appelle de la pauvreté. Si vous baissez le thermostat parce que votre médecin vous a dit que dormir la truffe aux fraises c'est meilleur pour votre système cardiovasculaire, c'est de la sobriété. Si vous baissez le thermostat parce que vous n'avez plus les moyens de vous chauffer alors que vous n'avez rien demandé à personne, c'est de la pauvreté, etc. etc. Donc voilà. Si vous partez en vacances juste à côté de chez vous à vélo parce que vous l'avez décidé, c'est de la sobriété. Si vous partez plus en vacances et que vous faites du vélo à côté de chez vous parce que vous n'avez pas les moyens de faire autre chose, c'est de la pauvreté. Voilà. Et la différence entre les deux, elle est donc juste dans la perception qu'on a de l'effort, mais c'est majeur parce que quand vous n'êtes pas maître de votre destin, vous n'êtes pas content. Donc quand c'est des gestes qui vous sont imposés par le manque de moyens, vous vous révoltez, alors que quand vous l'avez décidé de vous-même, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer. Donc oui, effectivement, la sobriété, c'est-à-dire l'éventualité dans laquelle c'est nous qui décidons de faire avec moins en se disant « j'y gagne au change parce que par ailleurs, j'y trouve tel et tel avantage », c'est la situation qu'il faut essayer de privilégier. Mais on est des animaux ainsi faits que vendre le moins, c'est un truc qu'on n'achète pas bien. Donc ce qu'il faut, c'est se creuser la cervelle pour savoir où est le plus associé que lui, on peut arriver à vendre. Et l'utilisation de l'hydrogène, c'est Alors, ça a de l'avenir? Alors l'hydrogène, c'est comme l'électricité, on n'en trouve pas de manière significative dans la nature. Donc en fait, l'hydrogène, c'est un vecteur, c'est quelque chose qu'il faut faire avec autre chose. Aujourd'hui, l'hydrogène, on en fait déjà dans le monde. On en fait à peu près 100 millions de tonnes par an de l'hydrogène. La moitié sert à quelque chose qui va tout de suite vous parler, à enlever le soufre dans les carburants routiers. Aujourd'hui, l'essence que vous achetez ou le diesel que vous achetez ont des teneurs en soufre assez basses. C'est la réglementation qui l'impose pour éviter la pollution acide du SO2. Et ces teneurs en soufre assez basses sont obtenues en traitant dans les raffineries le pétrole en rajoutant de l'hydrogène, avec de l'hydrogène. On enlève le soufre. Et donc la moitié de la production mondiale d'hydrogène a lieu dans les raffineries pour enlever le soufre des carburants. L'autre moitié a lieu pour fabriquer les engrais azotés. Les engrais azotés, ça démarre avec la production d'ammoniac, NH3, donc il y a de l'hydrogène dedans. Et l'hydrogène est obtenu en craquant des hydrocarbures. On prend du gaz, le gaz c'est CH4, du méthane. On enlève le carbone et on récupère l'hydrogène. C'est comme ça quand même. Mais c'est un procédé très énergivore et qui émet plein de CO2. Donc de l'hydrogène, on en produit plein aujourd'hui. Et il faut dépenser plus d'énergie pour produire l'hydrogène que l'énergie qui sera fournie par l'hydrogène quand on le brûlera, évidemment. Parce que la loi de conservation de l'énergie l'impose, ça. Donc l'hydrogène, c'est juste un vecteur. Alors est-ce qu'il y a des cas de figure dans lesquels c'est intéressant comme vecteur énergétique? La réponse est a priori non, très peu.
Parce que pour les véhicules, par exemple, son rendement de bout en bout est 4 fois plus mauvais que d'utiliser de l'électricité en direct. L'hydrogène, ça a de l'intérêt comme matière première. Donc, je disais tout à l'heure des engrais. Pour fabriquer des engrais, on a besoin d'hydrogène. Et on pourrait envisager de décarboner cette production d'hydrogène. Aujourd'hui, elle est carbonée, on peut la décarboner. Ça, c'est quelque chose. Ça demande beaucoup d'électricité, mais on peut le faire. Et l'autre application de l'hydrogène qui peut être intéressante, c'est pour fabriquer de l'acier de façon décarbonée. Aujourd'hui, pour fabriquer de l'acier, on prend du minerai de fer, c'est-à-dire un assemblage de fer et d'oxygène, de l'oxyde de fer, et on enlève l'oxygène. Et pour enlever l'oxygène, on utilise du carbone. Le coke des hauts fourneaux, là, c'est du carbone pur. Et ce carbone vient enlever l'oxygène du minerai de fer et nous laisse avec juste le fer. Il y a un peu de carbone dedans et ça s'appelle la fonte. Pour enlever cet oxygène du minerai de fer, on pourrait aussi utiliser de l'hydrogène et à ce moment, ça donnerait de l'eau. L'hydrogène viendrait enlever l'oxygène du minerai de fer et ça donnerait juste de l'eau. Mais là, il faut aussi des quantités considérables d'hydrogène, donc d'électricité pour faire ça. Mais ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. On arrive à la fin, parce qu'on s'est engagé à vous libérer une certaine heure. Et la dernière question, pour la personne à l'origine de tous ces travaux. Oui, j'avais une petite question sur le nucléaire. Ça vous y... C'est sur la question de la gestion des déchets nucléaires. Est-ce que ce n'est pas des petites bombes à retardement? Quid s'il y a un incident géologique, etc. Et puis, je me demandais si la France avait un bon pilotage du vieillissement de centrales nucléaires qui, je pense, arrivent de plus en plus en fin de vie. Est-ce que le pilotage de cet outil de production est sûr? Alors, je vais évoquer l'arbitrage des risques. Imaginons que vous soyez poursuivi par une bande de tueurs à gages. Et tout ce que vous avez à votre disposition, c'est une voiture où un des deux feux stop est cassé. Vous montez dedans ou vous ne montez pas dedans? Moi, je serais vous, je monterais dedans. D'accord? Parce que si vous ne montez pas dans la voiture, vous êtes sûr d'y passer. Si vous montez dans la voiture, vous avez une toute petite chance de vous faire emboutir par quelqu'un qui n'aura pas vu le feu stop. Voilà. Le nucléaire, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que les risques qu'il permet d'éviter sont considérablement plus importants que les risques intrinsèques de l'activité. Mais quand je dis considérablement, c'est considérablement. C'est-à-dire que le changement climatique, ce n'est pas une petite bombe à retardement, c'est une énorme bombe à retardement. L'implosion sociale due à la déplétion des hydrocarbures qu'on ne sait pas gérer, ce n'est pas une petite bombe à retardement, c'est une énorme bombe à retardement. Bon. Moi, je préfère qu'on ait 3 déchets nucléaires stockés sous terre à 6 géo plutôt qu'une dictature. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je préfère. Et je pense que c'est à peu près comme ça que l'équation se présente. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas que de ne pas gérer la décrue des hydrocarbures, ça va nous amener tout droit à un régime totalitaire. Tout droit. Hein. J'ai des enfants et je ne dis pas ça à la légère. Ça nous y amène tout droit. Bon. L'histoire nous a déjà prouvé que quand les populations étaient en stress, elles faisaient n'importe quoi. Bon. Et maintenant, on commence à en avoir des signes avant-coureurs. Donc, c'est absolument évident que l'idée totalement farfelue qui a circulé à un moment de fermer des centrales pour faire bien dans je ne sais pas quel accord électoral, c'était juste un truc qui nous amène tout droit à un régime totalitaire. Alors, après, on peut si on veut, mais je n'en vois pas l'intérêt. Sur les autre réponse sur les déchets, vous avez dans le monde, à Oklo, au Gabon, des réacteurs nucléaires qui ont fonctionné parfaitement naturellement il y a 2 milliards d'années. C'est-à-dire, il y a 2 milliards d'années, la teneur en uranium-235 dans l'uranium naturel était exactement la teneur en uranium-235 dans l'uranium enrichi actuel. D'accord ? Et après, ça a diminué par décroissance radioactive. Donc, il y a des réacteurs qui ont fonctionné naturellement à Oklo, au Gabon, et donc ils ont fait des déchets. Exactement les mêmes. Et puis alors là, ils n'ont pas été gérés, puisqu'ils ont été laissés là où ils avaient été faits. Eh bien, 2 milliards d'années après, les descendants de ces déchets sont restés là où ils avaient été formés. Donc le stockage géologique, si on s'y prend bien, ça tient 2 milliards d'années, donc ça tiendra bien quelques milliers d'années. En fait, la dangerosité des déchets diminue avec le temps, parce qu'il y a une décroissance radioactive, et le temps pendant lequel ces déchets sont extrêmement dangereux, c'est quelques siècles. D'accord ? C'est pas 100 000 ans, c'est quelques siècles. Quelques siècles, c'est 3 fois l'âge de Notre-Dame. Je veux dire, je sais bien qu'il peut se passer des tas de trucs, des guerres, etc. Mais si les guerres nous empêchent de gérer les déchets correctement, la première source de décès et de malheur, ça sera la guerre, ça ne sera pas les déchets. Je veux dire, si on en est à un stade où un conflit nous empêche de gérer, j'insiste, les déchets nucléaires correctement, c'est que le conflit lui-même fera considérablement plus de dégâts. Je vous assure qu'à ce moment-là, les déchets, ce sera plus notre souci, quoi. Bon. Voilà. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans un arbitrage des risques. C'est-à-dire que l'idée qu'on va pouvoir trouver une solution aux problèmes qu'on a sur la table devant nous qui soit sans aucun inconvénient, malheureusement, c'est une idée qu'il ne faut pas avoir.
C'est juste pas possible. Donc ce qu'il faut, c'est choisir le moindre inconvénient. Alors ça demande, ce qui est désagréable, c'est que ça demande du temps, parce qu'il faut regarder les diverses alternatives possibles, etc. Ce qui est désagréable par ailleurs, c'est que l'essentiel des gens que nous sommes, on n'a pas le temps de faire ça en direct. Donc il y a un sujet compliqué de savoir à qui on fait confiance pour, entre guillemets, décider à notre place ou nous filtrer l'information de telle sorte qu'on ait l'impression d'avoir compris quelque chose. Mais j'insiste sur le fait que nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle on peut décider de n'avoir que des avantages et pas d'inconvénients. Voilà, malheureusement, ça n'existe pas. Je sais que ça va créer beaucoup de frustration, mais il faut qu'on vous libère parce qu'on s'y est engagé. Merci infiniment, Monsieur Jancovici, c'était évidemment passionnant. Je matérialise la reconnaissance de l'UNAPL par un produit alsacien, parce que je viens de Strasbourg. Et dans ce sac de vin, c'est la confiture de chez Christine Ferber, qui est une confiturière reconnue mondialement, que vous connaissez. Que je connais absolument. Elle fait des livres de recettes. Exactement, qui s'engagent sur le zéro carbone. Et quand vous essayez de l'imiter, ça rate toujours. Exactement. Et on a les mêmes expériences. Et donc c'est arrivé depuis l'Alsace par le train. Non, c'est pas vrai. Ça carbone de Christine Ferber à vous. Ça rate pas toujours. Écoutez, merci beaucoup. Des CU élastés en pas une heure. Malheureusement, vous avez les questions. Non, il faut que j'y aille. Et en fait, je vais participer à la restitution par le Shift Project d'une consultation qu'on vient de mener auprès des maires et des élus locaux en vue des municipales sur ce qu'ils pensent des sujets, enfin combien les sujets environnementaux les intéressent, les préoccupent, leur donnent envie d'agir, etc. Voilà. Donc, vous n'y serez pas, puisque ça démarre dans 1 heure. Mais par contre, il y aura un replay disponible en vidéo sur YouTube et surtout le document qui présente les résultats des questions est disponible d'ores et déjà en ligne sur le site du Shift Project si vous avez envie d'aller voir. C'est gratuit. Merci.